Mon collègue, l'agent Fox Mulder, spécialiste en phénomènes paranormaux, repose le combiné du téléphone, plisse les sourcils, se lève et fouille dans ses classeurs chargés de dossiers non résolus. Ces sujets sont aussi variés que la vie après la mort, le paranormal, les ovnis et tous les faits mystérieux que la vie réserve aux personnes sachant encore voir. Épisode 1. La rencontre. Bureau de Mulder et Scully, Washington, D.C., 2 jours plus tard. Que cherches-tu, Mulder? Je cherche le dossier 1946-1947, Scully. À cette époque, il y a eu des meurtres d'enfants dans un village isolé du Maine, ainsi que dans un quartier résidentiel près de Los Angeles. Ah, enfin, le voilà. Fais voir. Qu'en penses-tu, Scully? Je pense qu'il y a matière à enquête, Mulder, mais certains éléments ne collent pas. J'ignore encore s'il s'agit d'un tueur en série. Cependant, la façon dont ces enfants disparaissent et sont assassinés demeure étrange. Non, Mulder, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une histoire d'extraterrestres ou de l'au-delà, mais cette histoire d'assassinat d'enfants sent mauvais. Eh bien, on fait des progrès, Scully. Nous sommes d'accord sur un point. Cette histoire sent mauvais. Quelle est ta théorie sur le profil du tueur? Je dirais que c'est un homme de race blanche, âgé entre 35 et 45 ans, probablement un pédophile. Il est précis, méthodique et apprécie la diversité. Il peut se risquer à enlever des enfants plus jeunes ou plus âgés pour démontrer à la société son pouvoir et sa frustration. Il vit seul dans une maison pour maintenir ses jeunes victimes en vie et les torturer à mort. Il ne s'arrêtera jamais. Pourquoi dis-tu cela? Les rapports d'autopsie démontrent que les enfants qu'on a retrouvés ne sont pas morts sur le coup. La plupart sont morts de peur. Tant qu'à notre meurtrier, je crois qu'il préfère vivre seul parce qu'il prend goût à ce qu'il fait. En assassinant ses enfants, il mobilise tout un système, que ce soit policier, judiciaire ou local. Il ne subit plus l'autorité. Les médias, les policiers et le monde en général parlent de lui. Il devient le centre d'attraction. Du coup, il détient le pouvoir tant recherché. Enlever et assassiner ses enfants demeure son ultime acte de pouvoir. Ouais, c'est ça, le pouvoir. Le pouvoir d'une force qui se nourrit de la peur de ses enfants. Je ne comprends pas, Mulder. Que veux-tu dire au juste? Eh bien, le coup de fil que j'ai reçu tout à l'heure vient de Los Angeles. J'ai une cousine là-bas qui se spécialise en psychologie criminelle. Elle est très brillante et un peu spéciale. OK. Dis-moi franchement, Mulder, qu'est-ce qui te trotte derrière la tête et où veux-tu en venir au juste? Je ne sais pas, Scully. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce coup de téléphone de Cindy éveille en moi d'étranges souvenirs qui ont rapport avec le dossier que tu tiens entre les mains. Et tout cela nous mène où? À Los Angeles pour en savoir plus long sur ces meurtres d'enfants. Je veux que tu m'accompagnes, Scully. Mais pourquoi tant de cérémonies? Cela fait partie de notre boulot d'enquêter sur ces meurtres, à moins que tu me caches quelque chose, Mulder. Non, Scully. Simplement, dans ce dossier, je n'ai confiance qu'en nous. Et pour les raisons que tu sais, je refuse de laisser le gouvernement se mêler de notre enquête. Surtout pas après ce qu'ils t'ont fait subir. Quand partons-nous? J'ai hâte de connaître ta cousine et de coincer ce tueur. Tout est prêt pour notre départ de cet après-midi. Je me suis occupée de la paperasse cette fois. Ah, au fait, pour les besoins de notre enquête, Scully, apporte ton violon. Mulder, tu te peins ma tête ou quoi? Comment un instrument de musique peut-il nous être utile? Je ne sais pas, mais je suis certain qu'il servira. En tous les cas, moi je ne prends pas de chance. J'apporte mon harmonica. On se retrouve ici après le dîner. Je crois bien que les problèmes commencent, Scully. À qui le dis-tu? J'adore quand on joue au yo-yo avec mon estomac. Rappelle-moi d'utiliser une voiture du bureau la prochaine fois. Ça va, Scully? Ah, je me porte à merveille, l'action me manquait. Eh bien, accroche-toi, Scully, ce n'est qu'un début. Bonjour, Fox. Bonjour, Dana. Cindy, tu es superbe. Merci, Fox. Et toi, tu me sembles en pleine forme, bien qu'un peu pâle. Disons que l'atterrissage a été mouvementé. Ah, au fait,
Je te présente l'agent spécial Dana Scully. Dana, je te présente ma cousine Cindy Cahill. Bonjour. Alors c'est vous, l'énigmatique agent Scully? Je suis heureuse de vous rencontrer. Vos qualités d'agente et de musicienne nous seront d'un grand secours dans cette enquête. Ah, je suis enchantée de vous connaître, Cindy. Vous me paraissez exténués tous les deux. Venez, je vous amène dans un petit café. Nous pourrons parler de notre affaire loin des oreilles indiscrètes. Attelle-toi, Cindy. Ma collègue est du genre sceptique, si tu vois ce que je veux dire. Le scepticisme élargit nos horizons, Fox. Plus de questions, pas de réponses. Je vous ai réservé une Jeep. La voilà, suivez-moi. Donnez-nous plus de détails sur la mort de la fillette dans le parc, Cindy. D'accord, Dana. Cette enfant s'appelait Angela Anderson. Elle est née dans une famille dysfonctionnelle. Beau-père alcoolique, mère névrosée. Son frère cadet, Bruno, est décédé mystérieusement l'année dernière. Crise cardiaque causée par une peur extrême. Et nous avons découvert sur le cou du garçon 2 petites perforations à la jugulaire. Il était vidé de tout son sang. Je veux examiner le corps de cette fillette. D'accord, je vous conduis vers le corps de la petite. Elle ne sait pas encore. Je ne suis même pas certaine que Fox le réalise vraiment. Mais Dana est des nôtres. Elle a besoin de nous comme nous avons besoin d'elle. Vétéran Memorial Hospital, salle d'autopsie. Sujet, Angela Anderson. Sexe féminin, âge 9 ans. Mulder, je veux que toi et Cindy me retrouviez de toute urgence au Memorial Hospital. J'ai d'importantes informations à vous communiquer. D'accord, Scully. Nous arrivons tout de suite. Cindy, rejoins-nous à l'hôpital. D'accord. Que se passe-t-il, Scully? La noyade d'Angela n'est pas accidentelle, Mulder. Cette petite fille a été tirée dans la rivière. Regarde, sa cheville droite est écrasée. Et la terre sous ses ongles. Cet enfant s'est débattu et agrippé à ce qu'elle pouvait. Tout indique qu'elle a tenté de se sauver en rampant et qu'elle devait être dans un état d'hypothermie avancée. Mais son cœur a fini par flancher. J'imagine que vous étiez déjà au courant que cet enfant est mort de peur. Est-ce que vous me cachez d'autres petites surprises de ce genre? Non, Scully. Asseyons-nous dans la voiture. Nous serons plus à l'aise pour discuter. Je suppose que ce n'est pas la première fois qu'une série de meurtres d'enfants se produit sur ces sites. Et je parie que toi et Cindy avez des raisons personnelles de vouloir résoudre cette affaire. Tu vises en plein dans le mille, Scully. Je me souviens de très peu de choses. Mais l'appel téléphonique de Cindy hier a éveillé en moi des fragments d'images dont je me passerais volontiers. Quelques années avant la mystérieuse disparition de ma sœur, le frère aîné de Cindy a disparu aussi. Nous vivions dans le Maine à cette époque. Le petit jouait près d'un étang, non loin de la maison, lorsqu'un voisin l'a entendu crier. Il est accouru, mais trop tard. Il n'y avait plus aucune trace de Barry. Le courant n'était pas exceptionnellement fort, mais Barry s'était tout de même volatilisé. On ne retrouva jamais son corps. Environ 2 ans après la disparition de ma sœur, Cindy et moi avons rencontré 5 gamins. Nous sommes devenus amis. De fil en aiguille, nous avons découvert que nous partagions tous une horrible expérience qui a failli nous tuer. Pour Cindy, l'assassin se dissimulait sous la forme d'un croque-mitaine dévoreur d'enfants. Pour moi, il ressemblait à un monstre interplanétaire. Pour Peter, il s'agissait d'un serpent géant. Kevin nous confia qu'il avait été sur le point de se faire décapiter par un zombie. Pour sa part, Martin avait entendu des grognements d'outre-tombe dans son placard. Notre copain, Steve, nous jura sur la tête de sa mère qu'un esprit maléfique hantait sa chambre. Il sentait sa présence et en fut effrayé tout l'été. Enfin, au bout de 5 jours de silence, Dan nous apprit qu'une brume verdâtre l'avait poursuivi dans une ruelle lors d'une course à la quincaillerie pour son père. Il ne nous en reparla jamais. Mais tout cela, c'est du délire, Mulder. Ce que tu me décris là, ce sont des terreurs de môme à l'imagination fertile. Peut-être bien, Dana. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est que ces meurtres d'enfants se répètent tous les 15 ans. Et malgré la paperasse existante, ces meurtres n'ont jamais été résolus. C'est une réalité, Scully. Tu as lu les rapports et examiné le corps de la fillette, non? Oui, les faits sont là, Mulder, mais de là à impliquer le surnaturel, il y a une énorme marge. Allons examiner le lieu du crime. Regardez ces traces.
quelque chose a traîné l'enfant ici en amont de la rivière. Demain, nous demanderons à nos experts du FBI d'examiner cette chaussure. Bien, je vous en ferai libérer un. Des monstres existent. Mulder, Cindy, venez vite! Oh non, ça recommence. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Prends une photo, Scully. Nous trouverons ce tueur et résoudrons cette affaire, Mulder. Dana a raison, Fox. Nous devons faire quelque chose pour que cesse ce massacre. Mais comment? Nous sommes des adultes maintenant, Cindy, et nous ne rappelons presque rien. Je sais, il ne nous reste plus qu'à nous fier à notre instinct. C'est notre seule chance.